Bonjour, bienvenue sur CLTV pour C'est le sport, l'émission quotidienne du service des sports de Charente Libre. Avec moi aujourd'hui, Vincent Naël, journaliste au service des sports. Bonjour Vincent. Bonjour Kevin. Et notre invité, Gilles Roufignat, président du district de football de la Charente. Bonjour Gilles. Bonjour Kevin, bonjour Vincent. Vous l'avez compris, on va parler football dans cette émission. C'est l'objet de la première partie, l'interview. Alors on va parler football et match, c'est promis Gilles à la fin de l'interview, mais il y a aussi des sujets extra-sportifs. Vincent, c'est aussi l'actualité du foot charentais. Ouais, malheureusement c'est l'actualité, on aurait préféré vous faire venir pour parler de sujets plus réjouissants, mais l'actualité c'est ça. Donc le foot charentais n'échappe pas à la tendance nationale et est de plus en plus touché par des actes d'incivilité. Donc mi-mai sur le site du district, vous avez poussé un coup de gueule intitulé Stop, y en a marre. Donc ça devient invivable, Gilles. Alors, invivable peut-être pas, mais c'est quand même très perturbant, c'est gênant pour nous, district. Ça l'est pour les joueurs, pour les clubs, et puis ça l'est aussi pour l'environnement. Je pense notamment aux parents qui confient leurs enfants à des écoles de foot. Donc oui, effectivement, c'était une sonnette d'alarme que nous avons voulu tirer. Alors au-delà de la chronique du président, c'était décidé par l'ensemble du comité de direction, puisque nous avons pris ce communiqué à l'issue d'une réunion. Donc voilà, c'était pour dire qu'on condamne, et deux, pour dire aussi que c'est un problème collectif qui concerne le district, mais qui concerne les clubs, et que c'est tous ensemble que nous pourrons tenter de résoudre ce qu'on peut appeler un fléau. Il y aurait eu une bascule selon les éducateurs et les arbitres que Vincent a interrogés. C'était au niveau du Covid, après la reprise post-Covid. Est-ce que vous le situez aussi à ce moment-là ? Oui, alors je fais toujours attention dans l'analyse de ces phénomènes, et je ne remets pas en cause la parole des éducateurs, mais moi je ne dirais pas que c'est parce qu'il y a trop de pharmaciens qu'il y a de plus en plus de toxicomanes, je ne dirais pas que c'est parce qu'il y a de plus de gendarmes qu'il y a de plus en plus d'accidents de la route. Donc le Covid, effectivement, il a pu provoquer une rupture dans les comportements, dans le manque d'habitude de se côtoyer, mais je pense qu'il faut que chacun, nous les premiers, mais chacun balaye devant sa porte et se dise qu'est-ce que je fais, pour accepter que ça puisse se passer chez moi, et deux, pour tenter de trouver des solutions. Votre coup de gueule a été publié dans la foulée d'un incident le 13 mai en U14, il y a eu le match entre l'entente Linars, Nersac, et Saint-Yrieix a été interrompu donc à la 71e minute à cause d'une énorme échauffourée. Donc le père d'un joueur de Saint-Yrieix s'en serait pris à l'éducateur et à des supporters de Fléac. Ensuite ça a dégénéré, les gendarmes ont dû intervenir. Donc de tels faits durant des matchs de jeunes, ça peut surprendre, et pourtant ils se produisent surtout dans ces catégories d'âge là, Gilles. Oui, alors, juste une précaution oratoire, et vous le comprenez bien, c'est comme avec la justice civile, oui. Tant qu'une affaire est en cours d'instruction, il n'est pas possible, je ne souhaite pas donc parler de ce cas très précis. Oui, en général. Mais par contre, en général, c'est vrai qu'on s'aperçoit, j'ai quelques chiffres pour être très précis, parce que c'est important aussi, au-delà des impressions, qu'on donne des faits. 30% des sanctions les plus graves, c'est-à-dire celles qui concernent plus de 9 matchs de suspension, 30% concernent des dirigeants et des éducateurs, et 20% concernent des matchs de jeunes. D'accord. Ça veut dire qu'effectivement, moi je considère que la violence, alors les incivilités, parce qu'il y a deux phénomènes, il y a les incivilités et il y a la violence, ben ça se transfère un peu du terrain au dehors du terrain, et ça se transfère un peu des joueurs vers l'environnement des joueurs. Pour ça tout à l'heure que je disais que c'était, à mon avis, une responsabilité partagée. Ouais, on entend souvent que c'est les parents qui sont mis en cause, qui prennent un petit peu la place de l'arbitre, parfois de l'éducateur qui interviennent sur le terrain, qui donnent des consignes. Est-ce que c'est un peu l'effet Mbappé, tout le monde voit son fils comme un futur champion du monde, et est-ce que c'est un peu ça aussi le problème ? Moi, je pense que ça en fait partie. Et puis tout ça, il y a une caisse de résonance, c'est à la fois les médias, et puis c'est aussi les réseaux sociaux. Alors ça n'est ni la faute des médias, ni la faute des réseaux sociaux, mais là aussi, il y a une prise de conscience et de responsabilité assumée. Alors effectivement, moi, il m'arrive de temps en temps, puisque je suis grand-père de deux enfants qui jouent au foot, dans des 11 ans et 13 ans, j'ai l'impression que dans toutes les équipes, il n'y a que des Mbappé. Que les éducateurs, ils jouent tous pour être champions du monde de U11 de Charente. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect qu'il y a à prendre en compte. Alors bon, quelque part, c'est bien que les gens aient envie d'avoir des résultats et de progresser. Après, ça ne se fait pas sans manque de respect, sans fraternité, sans amitié, parce que, rappelons-le, et surtout quand on joue en district, le foot, c'est un loisir,
et c'est fait pour se faire plaisir. Quand on gravit les échelons, quand on devient professionnel, ça devient un métier, c'est autre chose. Mais au niveau où jouent les gens dont s'occupe le district, je veux dire, malheureusement, des Mbappé en Charente, je pense que dans les 20 prochaines années, peut-être on en aura un, et c'est pas sûr. Et quand on regarde le nombre de professionnels qui sont issus des rangs charentais, il n'y a pas légion non plus. Hein. Non. Donc voilà, un petit peu. Il faut, comme si on dit, savoir. On sera content déjà. Oui, il faut savoir raison garder. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour agir contre ça? On sait qu'il y a eu des campagnes d'affichage dans les stades, des grands panneaux avec une charte pour respecter ces règles-là. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont possibles? Moi, je pense qu'il y a deux axes hein, face à ces phénomènes. Il y a de la prévention et il y a de la répression. Donc la prévention, encore une fois, le district a des actions à mener, mais les clubs également. Ça peut être une sensibilisation à l'arbitrage. Cette année, on avait un BPGEPS qui était spécialisé dans l'arbitrage et qui a fait une dizaine d'interventions dans des clubs pour expliquer alors, à la fois les règles, mais également les comportements, les difficultés. Expliquer, par exemple, que certains vont voir ce verre à moitié plein et d'autres vont le voir à moitié vide. C'est pareil sur une action de hors-jeu, c'est pareil sur un penalty. Donc, voilà, il y a de la prévention. Je pense que dans les clubs, il faut aussi faire des actions de prévention. Alors, il y a des chartes. Moi, je connais des clubs qui ont mis en place des chartes. Bon, c'est bien, c'est pas parce qu'on signe une charte, qu'on la respecte, et c'est deux, qu'elle est forcément appliquée. Et c'est là où je dis aussi, où je dis que les clubs ont une responsabilité. Je sais que quelques clubs ont eu des joueurs qui leur ont posé problème et les ont exclus de leur club. Je dis bravo, chapeau. Et nous, notre rôle donc en prévention, c'est par exemple, on a mené une action test l'an dernier qui s'appelle « Touche pas à mon foot », qui est justement fait pour que, en gros, en dehors des éducateurs, personne ne s'occupe d'un match, surtout pas les parents et surtout pas d'autres dirigeants, surtout quand ils n'ont pas de licence de dirigeant. Et d'ailleurs, pour nos finales de dimanche, toutes les équipes, les 5 matchs, donc les 10 équipes vont arborer un maillot avec le logo « Touche pas mon foot ». Ça, c'est une action que j'aimerais qu'on mette en place l'an prochain. Et puis après, il y a le domaine de la répression, c'est le domaine des sanctions. Et ça, c'est tout le domaine que met en œuvre la commission de discipline. Est-ce que vous pourriez vous inspirer d'autres sports? Il y a cet exemple de la Fédé de handball qui a mis en place depuis de nombreuses années des responsables de salle. C'est-à-dire qu'un bénévole du club receveur est à chaque fois obligé de, entre guillemets, faire la police en tribune et vient tout de suite calmer s'il y a un spectateur trop virulent. Il peut même arrêter le match temporairement, le temps d'aplanir la situation. Est-ce que c'est des... Voilà, oui, tout à fait. Alors, il ne faut surtout pas se priver de regarder ce qui se passe ailleurs, que ce soit dans un autre sport ou dans un autre district. Et c'est justement l'objet de l'action « Touche pas à mon foot ». Donc c'est une action, on n'a pas inventé l'eau chaude, on a copié-collé l'action que mène le district de Haute-Garonne, donc Toulouse et sa périphérie, enfin ce département de Haute-Garonne. Et donc le but, c'est d'avoir par match 1 ou 2 référents qui sont isolés, repérés avec un sweatshirt, touche pas mon foot, et dont le rôle, alors c'est pas forcément des pieds et de faire du flicage, mais d'être capable d'être à l'écoute des phénomènes, de conseiller les gens, de faire remonter aussi au district un certain nombre de choses, même dans l'organisation, dans le rythme des matchs, dans les récompenses, dans les collations qui peuvent être offertes, de façon à ce que pédagogiquement, on puisse accompagner les clubs pour que les plateaux se déroulent de mieux en mieux. Alors pour le moment, je parle des plateaux, mais c'est aussi en Haute-Garonne une action qui est faite sur les championnats U13, U15 et U17. Donc oui, tout à fait, il faut regarder ce qui se fait ailleurs, il faut s'en inspirer. Dans votre coup de gueule, vous condamnez donc fermement toute forme de violence, évidemment, dont la discrimination. On parle évidemment de racisme, d'homophobie, de sexisme, etc. Des propos discriminatoires, on en entend malheureusement de plus en plus sur le terrain de foot charentais. Donc on écoute Jérôme Dubarry, donc, qui est responsable des jeunes de la JA Bel Air, et qui en est de plus en plus témoin. Les gens se libèrent et sans se cacher et sans honte disent des choses sur comment ça se fait qu'une fille se trouve sur un banc de touche ou lors d'un appel de joueurs sur un match de coupe. De toute façon, c'est pas la peine de faire l'appel, c'est tous des Mamadou, des Mohamed. En 2023, c'est des choses qu'on doit plus entendre, plus voir sur un terrain de foot. Que ça soit des insultes au niveau sexiste ou raciste ou homophobe sur une religion, un genre, ça passe sa place.
Donc, il y a même eu aussi donc, des cris de singe entendus sur un terrain de la campagne charentaise. Donc on le réécoute sur cet exemple-là. Il y a eu des cris de singe, alors moi j'étais pas présent, mais oui, sur un match précis de championnat, mais là c'est avec les seniors de Bel Air. Ça vient des tribunes, ouais, voilà. C'est injustifiable et injustifié de faire ça de manière totalement libérée. Et en plus, quand on entend le mot et qu'on va voir pour leur dire où est-ce que vous pouvez répéter. Non, mais j'ai pas dit ça. On a déformé pour un match l'année dernière de championnat en catégorie 12 U13. J'ai des joueurs qui sont forts, grands. Mais vous êtes sûr qu'il a bien 12 ans ouais, je peux vous donner sa licence, sa carte d'identité. Vous pouvez l'appeler et lui demander son âge et il va vous le dire. Donc c'est un peu de racisme, mais déguisé un peu. Donc, dernier extrait vidéo, donc le président de Saint-Yrieix, Éric Toureau, donc, craignait qu'on finisse par faire jouer les matchs de jeunes à huis clos. C'est ce qu'il disait dans la Charente Libre du 20 mai. C'est une crainte que partage également Jérôme Dubarry. Alors s'il faut qu'on en vienne à faire des huis clos tous les samedis, je pense qu'on va perdre à un moment donné de son intérêt. Voilà, les enfants seront là aussi pour donner de la joie à leurs parents, à leurs supporters. Donc non, vraiment déçu. Voilà, j'ai l'impression qu'on le voit plus dans le foot que dans d'autres sports. Voilà, c'est ce qui me choque un peu. En même temps, c'est le sport peut-être où il y a le plus de licenciés, mais quelque part, il faut qu'il y ait des sanctions fortes et voilà. Donc Gilles, ouais, c'est des extraits assez forts. Quelles mesures vous comptez prendre contre ça, monter un peu des insultes discriminatoires? Alors, on en parle dans un petit instant. Je voudrais juste réagir sur ces vidéos que je découvre. Bon, ça va dans le sens du coup de gueule qu'on a prononcé, ouais, c'est-à-dire que c'est intolérable. Ça n'a pas sa place sur un terrain de sport, que ce soit un terrain de football ou d'ailleurs. Je pense que il a oublié c'est Jérôme, hein, son prénom. Oui, Jérôme Dubarry. Il a oublié de citer un mot, mais peut-être qu'il n'a pas osé. C'est aussi que la bêtise. Oui. Je veux dire, dans ses comportements, il y a incivilité, il y a violence, mais excusez-moi, mais il y a de la connerie, tout simplement. Donc moi, mon coup de gueule et ma réaction d'aujourd'hui, bien sûr, c'est en tant que président du district, mais avant tout, c'est en tant que citoyen et c'est en tant que grand-parent d'enfants qui jouent au foot. Parce que c'est quoi le risque? Le risque, c'est qu'on perde des arbitres. Or, sans arbitre, ça sera encore pire. C'est qu'on perde des dirigeants, c'est qu'on perde des éducateurs, et c'est qu'on perde des gamins, parce que les parents n'auront plus envie de laisser leurs jeunes dans des écoles de foot ou dans des matchs, parce qu'ils ne savent jamais comment ça peut se terminer. Donc nous, l'action qu'on peut mener, c'est tout simplement, je l'ai dit tout à l'heure, de la prévention, mais on ne pourra pas le faire seul. C'est pour ça que c'est une situation qui est grave, qui est préoccupante, mais qui nous concerne tous, à différents degrés. Mais il faut qu'on agisse ensemble. Après, il y a le volet répression. Donc, dans le volet répression, alors la prévention, il y a plein de choses à faire. C'est des politiques de petits pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va signer une charte, ce n'est pas parce qu'on va mettre un référent sur le côté que tout de suite on va sortir de ces situations-là, qui, à mon avis, sont pas plus graves, ou pas plus... Enfin, elles sont plus nombreuses au foot. Pourquoi? Parce qu'on a 2 millions de licenciés en France. Mais elles ne sont pas plus graves que dans d'autres sports. J'ai vu malheureusement sur les médias, autour de certains stades, d'autres disciplines, des comportements aussi répréhensibles. Donc nous, il y a la prévention et après il y a la répression. Donc là, la commission de discipline a fait un travail de fond important, avec sérieux, avec objectivité. Et il faut qu'on soit intraitable. C'est-à-dire qu'il y a des comportements... Il y a des violences qui n'ont pas lieu d'être sur les stades de sport. Il ne faut pas hésiter à condamner. Le district peut intervenir que sur les licenciés, c'est aussi ça le oui, problème, alors, effectivement. des spectateurs qui relèvent du droit commun, quoi. Oui, effectivement. Alors c'est important. Sur la discipline, je voudrais dire 2 choses. Donc celle-ci, Kevin, c'est-à-dire qu'on ne peut sanctionner que des gens qui sont licenciés. Après, ça fait partie de ce qu'on appelle la police du stade, donc qui est de la responsabilité du club, voire de la municipalité, puisqu'elles sont propriétaires des installations. Et puis la deuxième chose, c'est, contrairement à ce qu'on peut penser, la commission de discipline d'un district, elle ne fait pas ce qu'elle veut, comme elle veut, et quand elle veut. Hein, il y a un règlement fédéral de la FFF, donc un règlement disciplinaire, et un barème disciplinaire. Voilà. Et donc, dans le process d'étude des dossiers,
pour la commission de discipline qui se réunit toutes les semaines sans exception. Eh bien, il y a un cheminement qui fait qu'on ne peut pas donner n'importe quelle peine pour n'importe quelle faute. Est-ce que vous incitez les arbitres à arrêter un match si par exemple il y a des insultes racistes? Alors, je ne pense pas qu'on ait donné de consignes particulières, mais ça fait partie, bon d'abord, moi en tant que président de district, si je suis le bord d'un terrain, je ne peux pas intervenir. Je pourrais intervenir en termes de rapport, mais je ne peux pas intervenir sur la tenue du match. Donc c'est aux arbitres à prendre leurs responsabilités, aux délégués, lorsqu'il y en a aussi, à prendre leurs responsabilités. Mais si ça se passe, moi, ça ne me choquerait pas. Parce qu'un arbitre que j'ai interrogé m'a dit que voilà, eux, ils n'hésiteraient pas, en tout cas si le cas de figure arrivait, il me disait qu'une circulaire apparemment leur permettait de le faire, d'arrêter le match depuis l'an dernier, apparemment, c'est ce qu'il me disait. Oui, mais je pense que c'est une circulaire fédérale. Je ne pense pas qu'on ait pris de mesures particulières, mais on applique tout l'éventail des mesures de prévention ou de répression qui peuvent être dans le règlement disciplinaire de la Fédé. Donc les arbitres, justement, se disent aussi de plus en plus victimes d'intimidation, voire de menaces. Donc plusieurs arbitres estiment qu'ils sont peut-être pas assez accompagnés encore sur les matchs. Donc on écoute l'un d'entre eux, le Charentais Mickaël Souverain, qui officie en D1. Comme je te disais, c'est vrai que ce que je constate beaucoup depuis 2 ans maintenant, c'est cette montée des incivilités, que ce soit les supporters, que ce soit notamment des dirigeants. Je trouve qu'il y a une prise de conscience au niveau des joueurs, donc ça on va pas trop l'évoquer, mais effectivement au niveau des dirigeants, moi je vais me battre et je me bats au quotidien pour justement ces gens-là soient sanctionnés et comprennent que ces comportements irrespectueux envers notre profession, entre guillemets, soient sanctionnés. Donc comme je te disais, 2 fois coup sur coup, depuis 2 ans, j'ai été en commission pour les faire suspendre. Et je me battrai justement pour que les jeunes, si ça devait leur arriver, les plus jeunes qui débutent, si ça devait leur arriver, que justement voilà, ça serve d'exemple en fait, tout simplement. Là, il n'en parle pas forcément, mais lui, comme d'autres arbitres, m'ont dit en tout cas que le problème pour eux, quand même, c'était qu'il y avait peut-être un manque de moyens mis à disposition par la FFF. Quelles mesures peut-être vous pourriez prendre pour peut-être essayer de mieux les accompagner? Alors, je ne sais pas s'il y a un manque de moyens, alors que ce soit ressenti comme ça, je ne conteste pas. Je veux dire, les arbitres, encore une fois, ils ont les lois du jeu, ils ont les consignes fédérales données par la direction technique de l'arbitrage, ils ont notre commission de l'arbitrage qui les accompagne. Alors, soit en termes d'accompagnement de match, assez souvent, il y a des observateurs qui viennent pour permettre aux arbitres de progresser ou tout simplement de faire le point. Quand les arbitres font correctement leur travail, il n'y a pas de raison, mais ils sont observés, je crois, 3 fois dans l'année. Donc, il y a des délégués. Alors, en district, on a mis en place une action, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les délégués étaient réservés aux championnats régionaux de R1 et R3. Depuis l'an dernier, on a mis en place ce qui permet d'avoir par journée de championnat de D1 au moins un délégué. Voilà, donc on les accompagne. Après, Mickaël Souverain, qui fait partie de nos bons arbitres de D1, moi je l'engage à travailler avec nous, à nous donner des idées pour, encore une fois, tout à l'heure je disais, il ne faut pas se priver de ce qui marche ailleurs. Si des gens ont des idées, il faut qu'ils nous les confient pour qu'on puisse les mettre en place. Enfin, ce qui est clair, c'est que nous, je dis ça pour l'ensemble des arbitres, notre rôle, c'est aussi de protéger les arbitres. Donc peut-être, on a interrogé aussi évidemment d'autres protagonistes d'autres sports. On me parlait moi de l'exemple du rugby, où les jeunes doivent rapidement suivre les entraînements en spécifique arbitre, de mise en situation, d'apprentissage des règles, mais c'est obligatoire quasiment maintenant et au plus jeune âge. Alors, c'est effectivement un bon exemple, et j'en parlais avec le président du comité de rugby il y a quelque temps. Et dans un stage d'arbitrage fait dans notre district, l'animatrice de la commission d'arbitrage posait cette question, enfin, faisait état de ce fait. C'est-à-dire qu'au rugby, quand on commence à jouer au rugby, on commence par apprendre les règles. Et c'est là où je dis que la responsabilité qui est partagée, encore une fois, surtout je ne dis pas que nous on n'a aucune responsabilité, bien au contraire, mais dans les clubs, qu'est-ce qui empêche, lors d'une séance de l'école de foot, en début de saison, une fois tous les mois, une fois tous les 3 mois, mais qu'est-ce qui empêche, surtout quand il ne fait pas beau, qu'est-ce qui empêche de passer un peu de temps pour évoquer les règles? Alors, et nous, on pourrait aussi le prendre à notre compte et faire des
des sessions spécifiques. Alors, je ne parle pas des arbitres, puisqu'ils sont formés, observés et accompagnés, mais je parle pour les jeunes joueurs. Ouais, effectivement, c'est une bonne idée. Ça pourrait peut-être, entre guillemets, les obliger ou leur dire, enfin en tout cas, peut-être les faire venir au district et leur dire, ce serait bien de rendre ça obligatoire pour les jeunes. Il y a eu quelques initiatives cette année, mais c'est vrai que ça reste assez marginal encore. Alors, quand je parlais tout à l'heure des visites de notre BPGEPS ou de la commission d'arbitrage dans les clubs, moi je suis allé, puisque un de mes petits-fils joue là-bas, je suis allé à Puy-Moyen, à Pâques, et j'ai vu comment ils passaient les messages, notamment d'appréciation, quand je parlais tout à l'heure du verre à moitié vide ou à moitié plein. Il y a des situations liées au foot sur l'arbitrage où, selon comment on se situe, on ne voit pas la même action et donc forcément on n'a pas la même appréciation. Donc ça c'est par rapport à pratiquants et puis il y a aussi la même chose à faire avec les dirigeants, avec les supporters et puis avec les parents. Donc on a eu un stage fait par notre conseillère technique Emma Gauthier sur uniquement des femmes, des mamans accompagnatrices d'équipes de U6, U7 pour passer un certain nombre de messages et de précautions, je dirais de précautions d'emploi. Dans votre coup de gueule, vous parliez aussi de tricherie. Vincent, c'est un petit peu plus surprenant, on en parle un peu moins dans le foot amateur en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est un peu surprenant, mais oui, on vous cite, pour les tentatives de tricherie, je cite donc joueurs pratiquant sans licence ou sous fausse identité, ou pas dans la bonne catégorie d'âge, notamment chez les jeunes, résultats arrangés, des tentatives de négociation sur les cartons attribués, donc les résultats arrangés, enfin tout ce dont vous parlez là, à l'approche de la dernière journée, c'est une vraie crainte, tout ça ? Oh, c'est pas une crainte qu'à l'approche de la dernière journée. Alors, ceci étant, il faut relativiser. J'ai les chiffres précis là. Tout à l'heure, on parlait de Michael évoquait qu'il avait été en commission pour apporter son témoignage. Donc, je voulais en matière de discipline, très rapidement. Soit la commission de discipline a les rapports, les situations sont claires et juge ce rapport. Et puis, dans certains cas, qui sont définis d'ailleurs par le règlement de la disciplinaire, eh bien, il y a ce que l'on appelle des instructions. C'est-à-dire qu'il y a un commissaire enquêteur indépendant qui est chargé de faire le point avec toutes les parties prenantes, et tout ça se termine par une audition. Cette année, on a eu 25 auditions. Donc ça veut dire que c'est quand même les cas les plus embêtants, les plus graves. 25 auditions en augmentation de 20% par rapport à l'an dernier. Alors ça a concerné 5 matchs qui ont été arrêtés, 2 en jeunes U15, U17, 2 en D3, 2 en D5 et 1 en coupe. Ça veut dire que ce n'est pas le haut de notre pyramide qui est concerné. Je parle pour les seniors. C'est plutôt les équipes qui jouent en 4 et 5e division. 2 suspicions de propos racistes, donc ça a été évoqué tout à l'heure, et puis 5 tricheries. Donc ça me permet de répondre à votre question. 5 tricheries, 3 en jeunes, U13, U15, U17, et 2 en D5. Donc là encore, on n'est pas sur le haut de la pyramide. Ça a généré des sanctions de 3 à 6 mois. 4 clubs plus un groupement de jeunes ont été concernés. Là-dedans, il y a 2 dirigeants, présidents de club, et il y a même eu un arbitre. Donc, quand je dis tout à l'heure que nous sommes là pour protéger les arbitres, nous sommes là aussi pour protéger la moralité du sport. Et que ce soit des joueurs, des dirigeants, des éducateurs ou des arbitres, si les gens doivent être sanctionnés, la commission de discipline le fera. Il n'y a pas de passe-droit. Alors, on n'en a pas parlé, c'est vrai, je reviens un petit peu sur l'arbitrage, mais le carton blanc, donc, qui est une exclusion temporaire de 10 minutes en cas de contestation, est-ce qu'on a l'impression que ce carton blanc est peut-être pas assez utilisé par les arbitres aussi ? Et c'est pire que ça, c'est qu'il n'est pas connu. Ouais. Il n'est pas assez connu. Il n'est pas assez connu. Alors, les arbitres, je pense, mais par les éducateurs de club, et je crois qu'il y a un cas où c'est l'attribution du carton blanc, qui est quand même qu'une mesure temporaire, et qui n'est pas la pire, ça n'est ni le jaune ni le rouge, qui a provoqué des incidents. Donc c'est méconnu, mais c'est aussi méconnu par les clubs. On parle d'arbitrage, pour 2 chiffres, on a eu cette année 18 incidents graves en matière d'arbitrage, donc 11 ce sont des intimidations ou des propos menaçants, et 7 qui sont des propos grossiers ou injuriés. Et il y a eu 3 plaintes déposées en gendarmerie. Alors, ce qui me permet de dire, pour les auditeurs concernés par le football, que
pour qu'on fasse bien notre métier au niveau de la commission de discipline, il faut des rapports. Donc dès que dans votre stade, dès que par rapport à votre équipe, il y a des propos ou des attitudes qui, d'après vous, méritent d'être sanctionnés, faites un rapport. Et après, bien sûr, la commission de discipline, elle vérifie que ces faits se sont bien avérés, et c'est aussi le travail des instructeurs. Donc, moi, j'ai un papa de joueur qui m'a appelé la semaine dernière en me disant « Mon fils a eu un grave accident, jambe cassée, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois porter plainte ?» Je lui ai dit « Oui, portez plainte. On pourra s'en sortir comme ça. » Oui, si par exemple, parce qu'on me dit « Oui, mais le district, des fois, vous allez perdre des licenciés. » Moi, je vais vous dire, je préfère perdre 15 licenciés qui n'ont rien à faire sur un terrain de foot, et par contre en gagner 50 autres, parce qu'on aura assaini la situation. Mais encore une fois, c'est un sujet collectif qui doit tous nous mobiliser. On va terminer par une note plus positive, parce qu'il y a les finales de Coupe Jeunes dimanche, avec une ambiance qui devrait être plus détendue, plus festive. Généralement, dans ces événements-là, en tout cas, ça se passe bien, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'arbitres, et il y a moins de débordements, ça va être un bel événement. Oui, alors je l'espère, Kevin, parce que comme on a évoqué quand même qu'il y avait beaucoup d'incidents autour des matchs de jeunes, j'espère que nos finales vont bien se dérouler, c'est notre souhait. Nous, on va être une quarantaine de bénévoles mobilisés pour cette journée, comme on l'a été samedi dernier pour les finales seniors, pour que ce soit la fête du football pour les jeunes. Je vais en dire un mot. Je reviens sur les finales de samedi, les finales seniors. On a eu 3 belles finales disputées, bon, quelquefois peut-être avec des fautes, mais aucun geste d'anti-jeu, aucune mauvaise attitude. Et fait rare depuis une dizaine d'années que je fréquente les finales, les 6 équipes se sont fait la haie d'honneur. C'est-à-dire que pour rechercher leur récompense sur le podium, même celles qui avaient perdu ont fait la haie d'honneur. Donc ça veut dire qu'il y a malgré tout des équipes qui se comportent bien. En gros, on a 90 équipes qui ont pris au moins un carton rouge, mais on en a quand même 35 qui n'en ont pris aucun. Donc je leur dis bravo, ça veut dire qu'il y a encore de la sportivité. Donc pour les finales de jeunes, je peux donner les finales rapidement. Oui. Donc on a les finales jeunes. Et puis cette année innovation, on a les finales féminines. Alors en U13, Jean-Jacques Raboisson, c'est l'équipe 2 de Cognac contre la JA Bel Air 2. En U13, Roland Duquerrois, c'est le groupement de jeunes Linard Nersac Fléac contre Soyaux. En U15, Serge Delaveau, c'est Saint-Hériex contre Ruffec. En U17, c'est Michel Pias, la Coupe Michel Pias et Mansle contre La Roche-Rivière. Et en féminine à 8, Coupe Dominique Bernard, c'est la première fois, plutôt que les féminines jouent à part un dimanche où il n'y a pas grand monde qui vient, on a dit on va les faire jouer dans une de nos finales. On ne pouvait pas le faire la semaine dernière pour des questions de location du stade Le Bon. Donc ça sera Charente-Limousine contre La Roche-Rivière qui vont faire leur finale de féminine à 8. Donc effectivement, nous, on fait tout pour que ce soit la fête du football chez les jeunes et chez les féminines. J'espère qu'ils auront également le même état d'esprit. Il y aura une deuxième fête ensuite, puisqu'il y aura les finales de championnat, la Champions Div, oui, avec les vainqueurs de groupe. Est-ce qu'il y a déjà des équipes assurées d'y être? Oui, alors absolument. Champions Div, 4 juin à Saint-Hériex. On commence le matin, je crois, à 10h30 par le Critérium à 7. Donc là, les 2 équipes déjà qualifiées, c'est Villebois de Bohême contre Linard. Et puis après, on enchaîne les finales de 5e, 4e, 3e, 2e division. Il y a d'ores et déjà la finale de 2e division, parce qu'ils ne peuvent plus, même avec la dernière journée, être joints. Ça sera Linard contre Sireuil B. En Détroit, on a 4 clubs là, qui vont se qualifier. Hein, parmi les 4, il y en aura 2 finalistes. Donc je rappelle, ça se fait avec le rapport nombre de points sur nombre de matchs joués. Donc on a Fléac, Brigueuil-les-Terres, Puy-Moyen et Saint-Hilaire. Parmi ces 4, il y aura les 2 finalistes. En D4, ça se joue en 3 clubs, l'Abbé de Bassaux, Mons et Chabanais qui était en finale de la Coupe du District. Et en 5e division, on a un club déjà qualifié, c'est Croix-Cognac, qui ne peut plus être joint, et qui jouera contre Tapona ou Haute-Charente en fonction du résultat. D'accord, et on terminera la saison avec le match des étoiles qu'on a annoncé dans Charente Libre, qu'on co-organise avec le district de la Charente et avec Sport 2000 Barbezieux. Donc ce sera le 17 juin au stade du Gallia à Gompontouvre avec les meilleurs joueurs de D1 et de D2.
suivant le classement des étoiles qu'on publie toutes les semaines, le vendredi, et dans cette émission, le jeudi. Donc c'est un événement qui va marquer une belle fin de saison. Oui, quand on a travaillé sur le projet, j'avais dit que ça sera la cerise sur le gâteau pour les joueurs, et puis dans une ambiance sympa, alors que toutes les compétitions sont terminées. Alors je tiens d'ailleurs à remercier, à féliciter Charente-Libre, parce que l'idée vient de vous. Hein. De Kevin Cabioche. Oui, non, moi j'ai pas osé le dire. Il faut le souligner. Donc l'idée vient effectivement de Charente-Libre et de Kevin. Moi je trouve que c'est un beau projet auquel on est heureux d'apporter notre contribution. Donc il y aura des arbitres officiels, il y aura un délégué. Comme pour les finales de coupe, ils recevront des maillots qu'offre notre partenaire. Donc voilà, on fait tout pour que ce soit une fête. Là encore, quand on commence un match, que ce soit les joueurs, les supporters ou les arbitres, on a tous envie que ce soit une belle fête. On peut mesurer, comme on dit dans les pays ruraux, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Donc là, j'espère qu'à la fin de ce match, on pourra partager la bière et ce que nous aurons proposé nos amis du club portugais. Oui, alors peut-être pas des grillons du coup. Et donc rendez-vous le 17 juin, donc à 17h au stade du Gallia à Gonpontouvre. Alors cette semaine, pas d'équipe du week-end vu qu'il n'y avait pas de championnat le week-end dernier, pas d'événement non plus. On va passer directement à la rubrique l'instant rematch. Et la vidéo sélectionnée cette semaine dans l'instant rematch, c'était la finale de la Coupe du District entre Croin et Chabanais samedi. Une victoire de Croin 2-1 avec un premier but qui a été inscrit par Mehdi Chawa, le président joueur de Croin. Et on va surtout regarder la passe décisive du numéro 7 qui est magnifique. On le regarde une première fois. Allez, on va regarder ce magnifique but avec la célèbre palette. C'est parti, on peut la lancer. Donc la tête du joueur de Croin est top parce que c'est ici que tout se joue. Hein. C'est le numéro 7 qui a vu déjà l'appel de Mehdi Chawa. On peut relancer parce que le geste il est magnifique. Petit extérieur du pied, ça passe par-dessus la tête du défenseur de Chabanais. Et Mehdi Chawa qui tergiverse un petit peu, mais qui finalement arrive à croiser sa frappe et à inscrire ce premier but qui a lancé le FC Croin vers la victoire. Donc 2-1 en finale de la Coupe du District. La gagnante est Erin Vigier de son pseudo qui gagne un chèque cadeau de 30 € chez notre partenaire Stadium La Couronne et qui peut donc contacter Charente-Libre parce qu'on n'a pas réussi à l'identifier exactement. Ce serait dommage de louper ce lot. Ouais. Et on va regarder un deuxième but parce qu'il y avait aussi du football féminin cette semaine. On n'en a pas beaucoup dans Rematch, donc c'était pas sur l'application Rematch, mais c'est un but qui est magnifique. On va le regarder pour le plaisir des yeux. C'est celui de Laura Bourgoin, la joueuse de l'ASJ Soyaux, qui a été battue 5-2 au Paris FC dimanche. Mais Laura Bourgoin a marqué un magnifique but qu'on peut regarder une première fois. Voilà, on va revoir ce but au ralenti. Il n'y a même pas besoin de palette, hein, parce que c'est un boulet de canon magnifique qui a permis à Soyaux d'égaliser. Malheureusement, elles ont encaissé 4 buts derrière, mais en tout cas, ça termine une saison compliquée pour Soyaux, mais avec ce joli but donc, de Laura Bourgoin, la joueuse de Soyaux. Il reste encore un match contre le PSG, je crois, la venue du PSG. Oui, la venue du PSG. Malheureusement, Soyaux qui est déjà rétrogradé en deuxième division. On espère que ce ne sera pas plus bas parce qu'il y a aussi des soucis administratifs et financiers. On va passer à notre dernière partie, c'est l'agenda. Alors l'agenda, on va voir l'infographie des événements du week-end et on va insister encore sur le football. C'est une émission 100% football cette semaine avec le match entre la CFC et Trélissac. Ce sera samedi à 18h au stade Le Bon.
La CFC qui est 10e après 2 défaites consécutives et qui est un petit peu sous pression pour cette avant-dernière journée, puisque les Angoumoisins n'ont que 4 points d'avance sur le 11e et potentiel premier relégable Lorient B. Il faut donc s'imposer pour les hommes de David Giguel. Le problème, c'est que Trélissac est en grande forme avec 4 victoires consécutives. L'équipe d'Hervé Louba est montée à la 4e place. Pourtant, l'entraîneur de la CFC, David Giguel, assure que ses joueurs n'ont pas sombré dans le doute. On l'écoute. Ouais, j'ai pas senti à travers les entraînements de gars qui étaient démobilisés ou en manque de confiance. Voilà, on a une série là qui est un peu moins bonne que celle qu'on a pu connaître il y a quelques temps. C'est arrivé à d'autres équipes. Il y a peu de temps, les Herbiers perdaient 3-0 chez eux contre Romorantin et ils sont allés perdre 2-0, je sais plus où, mais ils ont perdu aussi 2 matchs de suite. Ça arrive dans cette poule. C'est une poule, on le répète depuis le début de l'année, mais qui est homogène, où tous les matchs se jouent sur peu de choses. Donc à nous de mettre encore une fois les éléments nécessaires, les arguments nécessaires. De la qualité, on en a, on l'a prouvé de nombreuses fois aussi sur des matchs précédents. Donc à nous de mettre les éléments qu'il faut, de faire preuve encore plus de détermination et d'enthousiasme que ce qu'on a pu montrer sur les derniers matchs à domicile, de façon à mettre tout en œuvre pour être devant au score quand l'arbitre sifflera à la fin du match. Gilles, on a parlé des problèmes sportifs et financiers de Soyaux, il y a aussi Cognac. Il faut vraiment que la CFC se maintienne, c'est très important pour le foot charentais. Oui, alors d'une part, il faut que la CFC se maintienne, effectivement. On a toujours besoin d'une locomotive pour donner envie à la base d'aller vers le haut, mais sur les 2 autres clubs aussi, je leur souhaite du courage, de la pugnacité pour arriver à sortir de leur situation, que ce soit sportive et ou financière, parce qu'encore une fois, on a besoin, dans une pyramide, on a besoin de la base, mais on a aussi besoin du sommet. Voilà. Donc je leur souhaite le bon courage. Ok, merci beaucoup Gilles d'être venu sur le plateau de C'est le Sport. Ouais, juste un dernier mot, je voudrais remercier Charente Libre pour tous les efforts que vous faites en matière de valorisation et de promotion du football. Moi, je sais que les clubs apprécient, par exemple, les pages qu'il y a eu pour présenter les coupes ou pour faire le compte-rendu, tout ce que vous faites le vendredi, les étoiles, voilà. Donc, merci à vous, parce que, encore une fois, c'est une œuvre collective et on a besoin tous, dans nos métiers, nos périmètres respectifs, besoin d'agir pour valoriser le football. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et merci Vincent. Merci. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission de C'est le Sport. Au revoir.